INA Podcast. Sommes-nous en train de brûler la planète ? Non pas avec nos voitures ou nos voyages en avion, mais avec nos ordinateurs et nos smartphones. Tous ces messages et ces photos qu'on s'envoie, ces recherches sur Google, les vidéos YouTube et Netflix, les podcasts qu'on écoute, sans oublier l'IA générative, partie intégrante désormais de nos vies numériques et qui fait tourner à plein régime les data centers. Des data centers qui se multiplient sur la planète. La France en compte déjà plus de 350, qui consomment énormément et qui posent de nombreuses questions stratégiques, technologiques et écologiques. Data center et IA, quels enjeux et surtout quels coûts ? On en parle avec vous, Géraldo Lubovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des sujets liés au numérique, fondateur du média en ligne Cint qui analyse les enjeux technologiques actuels. Vous enseignez aussi à l'IFP, l'école de journalisme de l'université Panthéon-Assas. Géraldo Lubovitch, la consommation énergétique due à nos usages numériques, c'est l'enjeu écologique majeur des décennies à venir ? Oui, alors c'est assez important puisqu'on se rend compte que déjà aujourd'hui, la part du numérique dans les gaz à effet de serre représente à peu près 3% et que c'est amené à doubler d'ici à un horizon d'une dizaine d'années et que, par exemple, l'IA constitue une grosse part de cette évolution, de ce doublement massif. Donc effectivement, c'est un enjeu. Après, il faut le mettre en regard des autres secteurs industriels, mais c'est pas anodin vu la consommation qu'on fait du numérique. Et on va développer tout ça avec vous, mais d'abord on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Pour comprendre l'arrivée et le développement en France et ailleurs des data centers, des centres de données en bon français, revenons non pas à la création d'Internet, mais plutôt au développement d'un service qu'on va très vite adopter, particulier comme entreprise. Ça s'appelle le cloud, archive de 2012. Le cloud, c'est un service qui permet de stocker à distance ses fichiers. Avant, on les sauvegardait directement sur son ordinateur ou dans des disques durs. Maintenant, on peut faire appel à une société pour conserver ces données sur Internet. Musique, documents, photos, en quelques clics, les voilà envoyés sur un énorme disque dur à distance et récupérables à n'importe quel endroit pour peu qu'ils soient équipés d'Internet. Mais en fait, voilà à quoi ressemble le cloud. Des centaines de machines de stockage connectées entre elles, on appelle cela des serveurs. Des centaines de machines de stockage connectées entre elles, comprenez un data center exploité par une entreprise privée qui stocke vos données. Et comme à l'époque, le marché du cloud décolle, des data centers se construisent un peu partout, aux États-Unis bien sûr, où ceux de Google ou Facebook consomment déjà autant que des villes comme Strasbourg, mais aussi en France. En 2012, on en compte déjà une centaine sur le territoire. Reportage de France 2 en Seine-Saint-Denis. 25 000 mètres carrés de salle informatique, c'est l'équivalent de 3 terrains de football. Bienvenue dans le plus grand data center d'Europe. Le leader mondial du secteur, l'américain Equinix, a choisi Pantin, au nord-est de Paris, pour implanter cette énorme usine numérique. Un data center dont la consommation électrique affole les compteurs. Fabien Gauthier est le directeur commercial d'Equinix France. Sur un bâtiment comme le site de Pantin, alors à pleine charge naturellement, si tous les clients tiraient le maximum de leur consommation électrique, l'équivalent d'une ville de 75 000 habitants. Au cœur du système, des milliers de serveurs entreposés dans des armoires électriques. Ils produisent une chaleur phénoménale. L'exemple que l'on peut donner le plus simplement du monde, c'est lorsque vous avez votre télé, votre lecteur DVD ou tout type de machine, vous les allumez pendant un certain temps, vous les faites fonctionner et vous regardez effectivement la chaleur qui se dégage à proportion naturellement de ces machines. Et il faut savoir ici que les machines, chacune d'entre elles, est à peu près 10 à 15 ou 20 fois plus puissante que ces équipements que le particulier peut avoir chez lui. Donc ici, vous êtes sur un énorme système de climatisation qui permet à ces machines de bien fonctionner. Une consommation dingue directement corrélée à nos usages en ligne. Et cette consommation de plus en plus importante inquiète les ONG. On est maintenant en 2017. Selon Greenpeace, le trafic Internet, c'est 7% de la consommation mondiale d'électricité. 1 heure de film téléchargé, c'est l'énergie consommée par 3 frigos pendant 24 heures. Une seule recherche sur Google, c'est comme une ampoule allumée pendant 1 heure.
Et par son utilisation numérique, un salarié pollue chaque année l'équivalent d'un Paris-Moscou en voiture. La plupart des data centers aujourd'hui sont concentrés aux États-Unis et singulièrement dans l'État de Virginie qui est un État charbonnier. Ça signifie que beaucoup des data centers sont alimentés avec de l'électricité qui provient des centrales thermiques au charbon. Donc une électricité extrêmement polluante, extrêmement émettrice de gaz à effet de serre. Dixit Jérôme Frignier, directeur des programmes de Greenpeace France. Et c'est vrai que les chiffres semblent irréels. Rendez-vous compte, Internet à l'époque émet déjà presque autant que le trafic aérien mondial. Alors, certains géants de la tech tentent de réduire les consommations de leurs data centers. Une idée parmi d'autres, les construire dans des zones froides, comme en Laponie suédoise en 2016. C'est le premier data center, un centre de stockage de données ouvert par Facebook en Europe. C'est le directeur du site en personne qui va nous faire la visite. Après des couloirs interminables, nous voici au cœur de la machine. C'est là qu'est stockée une grande partie des données des utilisateurs européens. C'est ici que Facebook marche. C'est là où sont vos likes, vos photos, les commentaires que vous postez. Ça semble simple dit comme ça, mais il faut que des milliers d'ordinateurs travaillent ensemble à la milliseconde. Et ils doivent marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Mais ces milliers de serveurs ont le même défaut que votre ordinateur personnel. Ils chauffent, beaucoup. Pour éviter les pannes, il faut donc les refroidir en permanence. Et pour y arriver, Facebook n'a pas grand-chose à faire. La température extérieure moyenne s'élève à 2 petits degrés. L'entreprise a donc construit tout un système pour utiliser cet air frais à volonté. On utilise uniquement l'air extérieur, on n'utilise aucun autre système de climatisation, tout vient de l'air arctique. Ça c'est pour la Laponie, oui, mais la demande est telle que vite les chantiers poussent partout. Exemple en Espagne en 2023. C'est une réserve naturelle protégée en plein cœur de la Castilla-La Mancha, l'une des régions les plus arides d'Espagne. Ici, Meta souhaite implanter un nouveau centre de données pour développer l'intelligence artificielle. Au total, 102 hectares de hangars viendront abriter les milliers de serveurs qui marcheront en continu. Des systèmes informatiques qui ont besoin d'être refroidis pour éviter la surchauffe. Et pour ce faire, Meta prévoit d'utiliser environ 600 millions de litres d'eau par an, dont 200 millions prélevés dans le réseau d'eau potable de la ville de Talavera de la Reina, et le reste dans un affluent du fleuve Tage. Aurora Gomez alerte, ce projet risquerait de créer des pénuries dans cette région touchée par des sécheresses à répétition. Un centre de données consomme en moyenne en une journée autant d'eau qu'un Espagnol en une année. C'est vraiment beaucoup. Et ça dans un contexte où il n'y aurait pas de réchauffement climatique, pas de hausse de température. Est-ce qu'on veut priver les gens d'ici d'eau du robinet pour permettre à d'autres de pouvoir regarder des vidéos de chats sur Internet ? Cela n'a pas de sens pour moi. L'année 2023, c'est d'ailleurs celle du lancement de ChatGPT 4, l'intelligence artificielle grand public. Et comme l'IA est très gourmande en données, il faut donc plus de data centers, une aubaine pour le gouvernement français partant pour en accueillir plus sur notre territoire, comme ce projet de méga data center financé par les Émirats Arabes Unis, signé en février 2025. La signature d'une nouvelle stratégie française. Un gros contrat entre 30 et 50 milliards d'euros financé par les Émirats Arabes Unis pour un méga projet de data center dans l'Hexagone. L'objectif de la France, s'imposer comme une troisième voie entre les États-Unis et la Chine, selon cet expert. Aux États-Unis, tout peut bouger d'un jour à l'autre avec Trump qui peut vous inventer un nouveau truc du jour au lendemain. Et en Chine, en plus, vous ne savez pas trop si vous installez un data center en Chine, où vont finir vos données. Depuis quelques années, les data centers prolifèrent dans le pays. On en compte environ 300 aujourd'hui. La France compte accélérer avec bientôt 35 nouveaux sites. Soit. Mais la France a-t-elle les capacités d'alimenter autant de nouveaux data centers ? Quel coût écologique du développement de tous ces centres de données pour la planète ? Quels enjeux technologiques et stratégiques se cachent derrière ces mégastructures ? On en parle dans le temps de l'actu.
Avec vous, Gérald Olubowicz. Déjà, pour commencer, peut-être une réaction au récit qu'on vient d'entendre. Ce dont on se rend compte, moi, ce dont je me suis rendu compte en travaillant sur ce sujet, c'est que le cloud, donc le nuage en bon français, qui nous semble très abstrait, en réalité, c'est très concret. Des centaines de milliers de machines qui tournent à plein régime pour qu'on puisse s'envoyer des messages, des photos, faire des recherches Google, regarder un film en streaming. Toutes nos actions numériques en ligne, elles ont un impact dans le monde physique, dans le monde réel, si j'ose dire. Elles ont complètement un impact dans le monde physique. Par exemple, un data center, c'est donc en fait un terrassement, donc une privatisation d'un terrain qui est le plus souvent agricole ou qui a été en fait sorti de la zone agricole pour devenir un terrain industriel. On va bétoniser cet endroit-là, on va apporter des matériaux par les routes, donc on va y avoir des camions qui vont venir déposer ces matériaux-là qui sont des matériaux de construction, du béton, de l'acier, tout un ensemble de choses qui ont été fabriquées ailleurs mais qui ont ponctionné sur des ressources minérales, minières. Donc il faut imaginer au Congo, ça creuse pour pouvoir récupérer des métaux rares. Donc tout ça, ça a déjà un coût énorme. Et puis par ailleurs, ensuite, on va construire quelque chose qui va ensuite être donc mobiliser cet endroit-là et pour une durée indéterminée avec un usage plus ou moins clair et des impacts sur l'environnement, c'est-à-dire l'environnement direct, urbain ou sur les habitants ou sur la nature, qui reste à mesurer parce que en général, c'est vrai que les municipalités qui accueillent ce genre d'infrastructure vendent un peu le projet sous le mode on aura des ressources financières de la part du fabricant, de l'implantation. Ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi, etc. Et ce dont on se rend compte, c'est que oui, il y a une compensation financière, encore heureux. Sur le plan de l'emploi, en général, on est toujours surestimé par rapport à ce qui est vraiment. Globalement, on a très peu d'emplois et dans les data centers, c'est principalement de la sécurité de site. Donc, c'est des emplois de basse qualification, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça va être des gens qui vont assurer la sécurité du site, quelques techniciens qui vont permettre la maintenance, mais certaines municipalités, notamment par exemple dans les Hauts-de-France, en ce moment annoncent des 4000 emplois créés directs et indirects, ce qui est quand même relativement loin d'être le compte, puisque quand il y a des études européennes qui montrent bien que sur le plan de l'emploi, ça marche pas. Donc il y a ça, et puis après il y a le fonctionnement, la chaleur, on en parlait dans les archives, la chaleur qui est extrêmement importante, dans des zones où parfois, justement, précisément, la sécheresse sévit déjà, donc il faut soit ponctionner de l'eau, soit en fait c'est des systèmes de refroidissement interne en boucle fermée, donc il n'y a pas de ponction d'eau, mais c'est jusqu'à un certain degré de chaleur, donc ça influe sur les arbres, l'écosystème environnement, il y a du bruit constant, il y a une espèce de bzzz qui traîne derrière parce que c'est aussi des lignes à haute tension qui arrivent, et puis quand il n'y a plus d'électricité, parce que des fois ça arrive, ce sont des générateurs de secours qui se mettent en place, et là c'est des centaines de générateurs qui viennent à la rescousse en fait du data center pour le maintenir en activité, et c'est du diesel qui est cramé, et ça rejette évidemment des polluants dans l'atmosphère. Donc voilà, c'est à peu près ça l'impact, on va dire, du data center. Énorme, on se rend bien compte. Justement, pour qu'on essaye de visualiser, est-ce qu'on sait déjà à peu près ce que représente la part du numérique dans la consommation énergétique mondiale ? Je lisais à peu près 10% de la facture électrique mondiale. C'est à peu près fiable, ça, ces estimations-là ? Oui, alors en termes de facture électrique, moi j'ai plutôt des chiffres sur l'émission de gaz à effet de serre, c'est ce que je disais en intro. Ouais. C'est que globalement, en fait, on est à 3-4% aujourd'hui, on va passer aux alentours de 6-7 d'ici un peu moins de 10 ans. Et en gros, la part de l'IA aujourd'hui, donc des data centers dédiés à l'IA, elle est aux alentours de, on va dire, 25-30%, et elle sera à 60% dans le même intervalle. Donc c'est extrêmement massif pour un usage dont on peut parfois questionner l'utilité sociale. Et vous le disiez, effectivement, ces chiffres, ils augmentent. Je veux pas noyer tout le monde sous trop de chiffres, mais quand même des éléments pour qu'on se rende compte. Je lisais, rien qu'en Europe, 176 milliards d'euros d'investissement attendus entre 2026 et 2031 pour construire, grosso modo, des data centers. Les projections établies par le think tank créé par Jean-Marc Jancovici, aujourd'hui, la consommation électrique mondiale des centres de données, en 2023, c'était autour de 500 TWh. Ça devrait passer à 1500 TWh en 2030, voire même 3000 TWh en 2035. Et puis, effectivement, vous parliez des émissions de CO2 associées. Donc, vous disiez 3% des émissions de CO2 mondiales actuellement. Aujourd'hui et 6% demain. Donc, c'est à peu près, je crois que c'est même plus que le secteur civil
aérien mondial, hein, donc c'est quand même assez délirant. Vous disiez, alors, le coupable idéal, l'IA générative, ChatGPT, on dit, vous savez, on a cette image que une petite conversation avec notre agent IA, c'est un demi-litre d'eau, selon l'Agence internationale de l'énergie, hein, l'agent IA conversationnel, il consomme 10 fois plus qu'une recherche Google. C'est vrai, ça, on sait à peu près cet ordre de choses. On se retrouve en fait face à des industriels qui sont très opaques sur leur cahier des charges et sur les besoins en ressources que leur data center, leur modèle de langage et leurs infrastructures requièrent. Donc c'est très compliqué. Alors il y a Data4Good qui a fait des estimations, il y a le Shift Project qui a fait d'autres estimations, il y a d'autres institutions comme l'ADEME aussi qui travaillent dessus. Bref, en gros, on est effectivement dans ce volume-là. C'est pas tellement important en fait ce que ça consomme, parce qu'en réalité, on peut toujours se dire oui, mais au jeu des équivalences, de toute façon, fabriquer une voiture, fabriquer un avion, fabriquer une autoroute, etc. Il y aura toujours plus gros pollueur que moi. Il y aura toujours plus gros pollueur que moi. D'accord. Donc c'est pas tellement, à mon avis, là-dessus qu'il faut regarder en termes de volume de consommation de ressources, parce que déjà, si on part sur le plan écologique, on est déjà en surexploitation de l'environnement qu'il peut y avoir. Non, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de savoir, d'abord, le ratio coût-bénéfice, c'est-à-dire on accepte de dépenser ce type-là de ressources pour quel usage. Est-ce que réellement on a le choix de le faire ou pas ? Et là, pour le coup, c'est une question centrale politique. Et qui a fait ce choix-là et à qui ça va bénéficier ? Et là, on est dans un autre univers parce qu'en réalité, les data centers aujourd'hui qui sont implantés, personne ne les a vraiment demandés. C'est une politique industrielle planifiée par le gouvernement actuel et la présidence actuelle, mais qui ne répond pas nécessairement un objectif qu'on va dire désirable en termes industriels du numérique. C'est-à-dire que pour l'instant, l'implantation des data centers, elle est calquée sur le modèle américain. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde ce que font les Américains et on se dit, oh mon Dieu, ils vont très vite, ils développent tout un tas de data centers, vite, faisons exactement la même chose. Et derrière viennent les poncifs, comme ça on aura un OpenAI à le français, donc là c'est Mistral qui devrait endosser le rôle, puis on aurait peut-être potentiellement la première place ou la deuxième ou troisième place au niveau européen, on serait des géants du numérique, etc. Bref, donc il y a un enjeu industriel, mais qui est calqué sur celui des Américains. Ça, c'est effectivement en France, hein, vous nous dites, alors, je crois qu'aujourd'hui, on a 352 data centers qui sont en activité. On mentionnait dans le récit documentaire. Il y en a 35 de plus qui arrivent. Il y en a 35 de plus qui arrivent, etc. Vous demandiez d'ailleurs, et c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que déjà la France a la capacité, en termes de production d'électricité, de pouvoir alimenter tous ces data centers ? Ça, on sait c'est pas. la question, parce qu'en fait, la décision a été prise quand on avait un surplus électrique, mais maintenant, si on arrive en fonction de la pleine charge de ces data centers-là, on risque d'être ric-rac au moment où tous seront construits et tous seront en pleine charge, si tant est qu'ils arrivent à pleine charge, bien évidemment. Et donc, dans ce cas-là, on risque d'être effectivement un peu, on va dire, le couteau sous les jugulaires. Donc, il faudrait que les programmes de développement des infrastructures énergétiques soient lancés au plus tôt, mais on sait que ça prend du temps pour fabriquer une centrale nucléaire. Et du retard. Et du retard. Donc, voilà, on peut s'attendre à un petit goulot d'étranglement à un moment donné. Ok, ça c'était pour la précision. Maintenant, effectivement, vous avez commencé à dessiner des embryons de réponse, mais pourquoi est-ce que le gouvernement français veut aller sur ce développement de data centers en France ? Pourquoi il dit, attendez, venez construire des data centers chez nous, c'est open ? Parce que je pense que c'est une vision stratégique. Et par exemple, à Marseille, il faut voir qu'on est le premier point d'entrée en Europe des câbles sous-marins liés à Internet. Donc il y a tout un tas il y a 17 câbles qui passent au large de Marseille et qui, en fait, relient le continent européen à tout un ensemble de réseaux. Et évidemment, qu'il y a au bout des câbles, c'est des data centers pour traiter les informations qui sont allouées. Et puis après, on les retrouve dispatchés du côté de Grenoble, dans la région Île-de-France, en Hauts-de-France, et maintenant un petit peu à Bordeaux. Bon, ça, c'est un peu pour l'implantation des zones de data centers. La stratégie, c'est de se dire, au niveau européen, si on devient hub numérique, effectivement, il y a un contrôle de la donnée qui se fait et qui peut être important. C'est-à-dire que, globalement, les data centers, c'est là où on stocke de la donnée, et il peut y avoir un intérêt à stocker de la donnée sur le sol français. C'est de la souveraineté. Alors, c'est pas de la souveraineté, parce que la souveraineté, ça veut dire qu'on a des infrastructures qu'on maîtrise de A à Z avec l'ensemble des composants électroniques qui sont à l'intérieur. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, en fait, par exemple, on va déléguer pour certaines parties, ça va être Amazon qui va être propriétaire du data center, ça va être Google, ça va être d'autres. Et donc, dans ce cas-là, ou qui vont louer ou exploiter cette partie-là, amener leurs équipements, leur matériel. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas du tout souverain, puisque, en fait, là, il y a des dispositifs au niveau légal qui permettent au gouvernement américain d'intervenir sur ces données
données-là. Donc clairement, on n'est pas sur du souverain, en tout cas pas à large échelle. Donc c'est pas une question de souveraineté numérique, c'est une question d'opportunité industrielle. Et encore une fois... Business ? Ouais, c'est complètement business, mais c'est vraiment calé sur en fait cette vision du monde qui dit, ah bah tiens, le numérique se développe très très fort aux États-Unis, qui en a fait un enjeu géopolitique face à la Chine. Nous... Il faut pas qu'on loupe le coche, quoi. La lecture, elle est là. Voilà, c'est la fear of missing out, le fameux FOMO. On a peur de rater quelque chose, donc on s'y lance. On l'a entendu dans le récit documentaire, le gouvernement a signé donc l'année dernière un deal avec les Émirats Arabes Unis, un projet de méga data center qui coûterait entre 30 et 50 milliards d'euros, financé par les Émirats Arabes Unis. Pourquoi des puissances étrangères choisissent la France ? Parce qu'en réalité, alors déjà, c'est vrai qu'en ce moment, vu le contexte géopolitique dans la zone entre les Émirats, Dubaï et tout ça, on n'est pas à l'abri. Et d'ailleurs, il y a un data center Amazon qui a été pris pour cible par l'Iran et qui, en fait, a été détruit partiellement et dont ils annoncent qu'en gros, ils sont obligés de mettre une pause aux opérations d'Amazon dans toute la zone parce que le data center ne peut plus répondre en fait à la demande. Donc, du coup, là, c'est un vrai sujet à la fois commercial et industriel. Donc, évidemment, de mettre les data centers dans des zones géopolitiquement stables, c'est peut-être plus intéressant. Deuxièmement, il y a évidemment la question de l'énergie, puisque nous, on a bénéficié de politiques énergétiques intéressantes d'un point de vue de la stabilité en fait, des ressources avec les centrales nucléaires. Grosso modo, c'est de l'énergie stable, la centrale nucléaire. Quoi, oui, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est parti pour la durée de vie 40, 50 ans ou plus, si on la pousse, la durée de vie de la centrale nucléaire. C'est plutôt assez fiable. La fluctuation on n'est pas soumis à la fluctuation du gaz, du pétrole ou du charbon. Et donc ça, économiquement, c'est plus stable. Et puis, il y a théoriquement de nouvelles versions qui vont arriver, plus performantes, etc. Donc, nous, on concentre tout ça sur le même territoire. Et puis, on est aussi une nation... Alors, même si les data centers ici sont moins soumis au refroidissement à eau, puisqu'il y a des systèmes plutôt en cycle fermé, etc., il peut y avoir des zones comme à Marseille, par exemple, où il y a une captation dans des canaux d'eau d'irrigation en eau potable ou en tout cas consommable. Et dans ce cas-là, là, effectivement, ça peut être utile également de délocaliser l'extraction d'eau quand, par exemple, en Arabie Saoudite ou aux Émirats, en fait, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, En parlant du nucléaire, écoutez justement cette chronique du journaliste François Saltiel sur France Culture en octobre 2024, et puis on en parle. C'est l'histoire d'une alliance, d'un mariage entre deux technologies sulfureuses, celle d'hier avec le nucléaire et celle de demain avec les besoins électriques pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, l'IA et le nucléaire, un mélange explosif et bel et bien nécessaire pour les géants de la tech qui doivent investir massivement pour alimenter leur data center, toujours plus gourmands. Les GAFAM font donc tout pour rallumer la machine nucléaire, quitte à réveiller quelques traumatismes. Aux États-Unis, Microsoft a annoncé la relance de l'unité 1 de la centrale de 3 Mile Island en Pennsylvanie, centrale tristement célèbre pour avoir connu en 1979 un accident nucléaire. On vient d'apprendre lundi que Google a conclu un accord avec l'entreprise Kairos pour développer des petits réacteurs nucléaires modulaires. Le deal porte sur 7 machines pour une capacité de production totale de 500 mégawatts et le premier devrait fonctionner en 2030. En attendant, les GAFAM comme Amazon rachètent des kyriels de data centers proches des centrales existantes pour réduire la distance d'acheminement. La course à l'IA va convertir toute la planète au nucléaire, Géraldo Lubovitch ? Non, moi je crois qu'en réalité, il faut quand même faire attention à tout ce qui est annoncé de la part de ces constructeurs, que ce soit Google, Amazon et les autres. Oui, ils lancent des projets de ce type-là. Maintenant, pour faire un réacteur, c'est 2030, même peut-être plus tard, parce qu'il y a quand même aussi des réalités techniques auxquelles il faut faire face. Donc voilà, franchement, je me dis... En termes économiques, on va dire qu'il y a une logique à vouloir partir sur du nucléaire, d'autant que beaucoup de ces data centers sont hors grille énergétique classique, c'est-à-dire hors de la grille qui va connecter les usines, les maisons, etc. Donc, ils ont leur propre générateur à domicile, on va dire. Et donc, évidemment, il y a une tentation de maîtriser sa capacité de générer de l'énergie. Mais il y a quand même un sujet aussi, c'est-à-dire qu'on transmet, en fait, la capacité de l'État à maîtriser des éléments du nucléaire, de l'ordre du nucléaire, à des entreprises privées. Alors, aussi grosses soient-elles, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'elles ont le niveau de garantie sécurité pour pouvoir gérer ces matériaux qui, mal utilisés, peuvent être utilisés justement, précisément à d'autres fins ? Voilà, c'est aussi une question qui est posée.
Pour essayer de mettre un peu de positif, quand on parle de la super consommation de ces méga data centers, on voit apparaître quelques initiatives, pas si récentes d'ailleurs, pour exploiter notamment la chaleur produite par les data centers pour chauffer des piscines municipales, des logements. Est-ce que demain, en France, on se chauffera tous gratuitement grâce à nos data centers ? Probablement pas, puisque, alors c'est désolé pour le côté optimiste de la chose, mais en fait, la chaleur fatale, c'est-à-dire cette chaleur résiduelle qui est émise en fait par les data centers, les composants électroniques qui sont traversés par l'électricité, ça chauffe et on essaye de récupérer cette chaleur. Typiquement, à Grenoble, il y a un data center qui, en fait, essaye de mettre ça en place, mais la municipalité, en fait, ne va rien en faire parce que, en gros, la chaleur en sortie de l'usine est moins chaude que ce qui est nécessaire pour chauffer la piscine. Et donc, du coup, ça ne sert strictement à rien, d'autant plus que pour la municipalité ou pour la métropole, il faut payer le raccordement, donc c'est beaucoup de financement. Donc, et c'est comme ça dans beaucoup d'endroits aussi. En fait, il y a l'argument qui va servir à implanter le data center, récupération de la chaleur, le côté tiens, on va utiliser des énergies renouvelables, on va pas taper dans la nappe phréatique et puis par ailleurs en fait ça va créer des emplois et l'herbe sera plus verte à côté de chez vous. Ça, ce sont des arguments qui sont en général amenés par les fabricants, par les constructeurs de data centers, et puis après il y a la réalité, les études, le constat qui fait qu'en fait il y a des impossibilités et c'est très souvent ça le cas. Bon, face à tous ces constats alarmants et en guise de conclusion, Gérald Dolubovic, qu'est-ce qu'on peut faire ? Couper Internet, ça semble peu réaliste. Développer le plus possible une production d'électricité décarbonée pour tenter de limiter l'impact environnemental ? Non, avoir au niveau du citoyen, c'est complètement inaccessible de penser à ce genre de choses. Non, ce qu'il faut avoir, c'est d'abord s'intéresser à l'espèce de gros bâtiment noir qui s'installe à côté de chez nous et dont on n'a pas idée de ce que ça peut être. Effectivement, ça peut être un data center. Il faut voir aussi des implications que ça peut avoir sur votre environnement immédiat. Une fois qu'on a compris qu'il y avait un data center qui se mettait là en place, il faut voir s'il y a des études d'impact qui ont été réalisées, si les choses ont été faites dans les normes, etc. Il faut voir que, par exemple, le gouvernement a passé là très rapidement une loi de modernisation de la vie économique qui permet de réduire en fait le délai de recours face à l'implantation de ces data centers et le nombre de recours. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une accélération qui est voulue par le gouvernement, mais ça se paye. On enlève aux habitants, aux citoyens, une partie des moyens qui leur permettaient de contester l'implantation de ces data centers. Donc il me semble que ce soit d'un point de vue local, d'un point de vue national ou d'un point de vue international, toute cette histoire est un point de vue politique où il faut comprendre en fait les enjeux et il faut d'abord regarder au niveau de sa localité ce qui se passe, les enjeux politiques, puis après regarder les enjeux environnementaux et s'intéresser à cette question-là du numérique parce que plus que jamais aujourd'hui entre ça et la question de la data, de la propriété de la donnée, ce sont vraiment des enjeux politiques. Data center, IA, quels enjeux et quels coûts pour la planète derrière nos clics, nos recherches Google et nos conversations avec ChatGPT. On a les cartes en main. En tout cas, pour y voir plus clair, grâce à vous, Gérald Dolubovic, merci beaucoup, spécialiste des sujets liés au numérique, journaliste, fondateur du média en ligne Cint, qui analyse les enjeux technologiques actuels. Merci pour vos éclairages. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, vous le savez, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires, parlez-en autour de vous. Puis moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.